Bonsoir à tous, ici Mister X, les Français libres parlent français libre, les non-vaccinés aux non-vaccinés, les résistants aux résistants. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et commençons tout de suite un florilège qui fait état de choses relativement graves. Alors, à faire lire une synthèse des vaccins. Les vaccins auront comme effet secondaire, tenez-vous bien, la stérilisation de 70% des enfants. Et une énorme quantité de preuves scientifiques ont été mises sur table pour confirmer et étayer ces affirmations. John Oloney, entrepreneur de pompes funèbres en Grande-Bretagne, je n'ai jamais vu aucun des décès. La vaccination a commencé et le taux de mortalité a immédiatement grimpé en flèche. C'était du niveau d'une pandémie, je n'avais rien vu de tel, mais cela n'a commencé qu'au moment où ils ont planté les aiguilles. Que vous faut-il encore? Pôle emploi, dématérialisation et contrôle social en marche forcée. Les politiques de dématérialisation s'accompagnent d'un risque de renforcement de contrôle social via la collecte toujours plus fine de données personnelles. Les politiques de dématérialisation comportent un risque de crédit social à la chinoise. Pôle emploi est aujourd'hui capable d'accéder à vos comptes bancaires. La star du MMA, Victoria Lee, est décédée subitement à 18 ans. À quand une enquête sur les arrêts cardiaques dans le sport, comme le demande d'urgence l'ancien footballeur professionnel Matt Letizier. On attend que la jeunesse crève. Rendez-vous compte? Vous voyez la photo, 18 ans. Hein, elle faisait du MMA, c'est un genre de boxe. Une sportive de haut niveau, décédée, 18 ans, arrêt cardiaque. 15 000 € d'augmentation, ça passe. Alors, la boulangère de Sarlat dément les propos tenus par la ministre Olivia Grégoire à son égard sur BFM TV. Tout est faux. Elle ne m'a jamais eu au téléphone, ni son cabinet. J'ai juste eu un de ses conseillers, Pierre de Romanet, pour lui dire que les aides de l'État sont loin d'être suffisantes. Nous n'avons jamais étudié mes factures. Je ne leur ai rien transmis. Alors, quand vous vous adressez à un ministre, mettez-vous en position d'avoir des preuves, parce que ce ministre se servira de vous pour mentir à votre sujet à la télé. La loi de finances 2023, écoutez bien si vous êtes dans le sud-ouest. La loi de finances 2023, fraîchement parue au journal officiel, instaure une nouvelle taxe pour les propriétaires. Il s'agit d'un impôt pour financer les lignes à grande vitesse dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, si vous n'êtes pas dans le sud-ouest, vous n'êtes pas concerné. Cet impôt pèsera sur tous les propriétaires fonciers, qu'ils soient professionnels ou particuliers, si vous habitez à moins d'une heure d'une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse. Alors, LGV Bordeaux-Toulouse. Alors, j'ai la liste des communes du sud-ouest visées par le nouvel impôt LGV. Donc, à qui s'applique le nouvel impôt? Cet impôt pèsera sur tous les propriétaires fonciers, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Concrètement, dans les communes concernées, donc à moins d'une heure d'une future gare, le montant de cette taxe sera réparti entre les redevables soumis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, donc les paysans, attention, aux taxes d'habitation sur les locaux autres que les résidences principales, mais aussi aux cotisations foncières des entreprises. Pour tous les habitants en moins d'une heure d'une gare LGV, la taxe ne s'appliquera pas à tous les habitants des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, mais aux personnes morales et physiques établies dans les communes situées à moins de 60 minutes en voiture d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, comme le stipule l'article 103 de la loi de finances. Alors,
j'envoie la liste des communes concernées sur simple demande. Vous avez l'adresse de l'émission qui défile. Et je tiens à dire une chose. On sait à qui on le fait. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai appris que le village à côté, à 6 km chez moi, s'appelle Castéra-Verduzan, est concerné. Donc, les propriétaires paieront un impôt supplémentaire pour financer ces lignes de TGV. En revanche, notre village, le village où je réside, lui, a rien. Il ne figure pas sur la liste. Pour la simple et bonne raison, il y a quelqu'un qui a compris ce que nous sommes capables de faire. On sait à qui on le fait. Encore une fois, je vous dis, on se laisse faire ou on ne se laisse pas faire. C'est selon. Le Conseil d'Oxford va tester un verrouillage climatique à partir de 2024. Écoutez bien ça. Alors, cette histoire est tellement folle que j'ai voulu la corroborer. Il s'agit de la même histoire publiée dans l'Oxford Mail. Les filtres à circulation diviseront la ville en 6 quartiers 15 minutes, selon un conseiller municipal chargé des routes. Les barrages routiers empêchant la plupart des automobilistes de traverser le centre-ville d'Oxford diviseront la ville en 6 quartiers de 15 minutes, a déclaré un responsable des déplacements du conseil départemental. Il a insisté sur le fait que ce plan controversé serait mis en œuvre, que les gens l'apprécient ou non. Alors, premier constat, votre consentement, on n'en a rien à foutre. Duncan Enright, membre du cabinet du conseil du comité d'Oxfordshire, chargé des déplacements et de la stratégie de développement, a expliqué les positions de filtre de circulation de l'autorité dans une interview au Sunday Times. Il a déclaré que les filtres, conformément, transformeraient Oxford en une ville où il faut 15 minutes pour accéder aux services locaux dans un rayon de marche très court. Les gens peuvent conduire librement dans leur propre quartier et peuvent demander un permis pour conduire à travers les filtres et dans d'autres quartiers jusqu'à 100 jours par an. Cela équivaut à une moyenne de 2 jours par semaine. Imaginez que vos politiciens fous de pouvoir aiment tellement les verrouillages Covid qu'ils veulent les poursuivre indéfiniment. Ça va donc être testé à Oxfordshire, en Grande-Bretagne. Le conseil du comté d'Oxfordshire adopte un essai de verrouillage climatique qui débutera en 2024. Il a donc approuvé ce conseil hier, des plans visant à enfermer les résidents dans l'une des 6 zones afin de sauver la planète du réchauffement climatique. La dernière étape du projet de ville en 15 minutes consiste à placer des barrières électroniques sur les principales routes d'entrée et de sortie de la ville afin de confiner les habitants dans leur propre quartier. Si les habitants veulent sortir de leur zone, ils devront obtenir l'autorisation du conseil qui décidera qui est digne de liberté, qui ne l'est pas. Dans le cadre du nouveau système, les résidents seront autorisés à quitter leur zone au maximum 100 jours par an. Mais pour pouvoir le faire, chaque résident devra enregistrer les détails de sa voiture auprès du conseil, qui suivra ensuite leur mouvement grâce à des caméras intelligentes dans toute la ville. Voici le document. Comment ils ont divisé Oxford. Chaque résident sera tenu d'enregistrer sa voiture auprès du conseil du comté, qui contrôlera ensuite le nombre de fois où il quittera son district grâce à des caméras intelligentes. Et ne pensez pas que vous pourrez contourner le système si vous avez 2 voitures. Ces 2 voitures seront comptées comme une seule, ce qui signifie que vous devrez répartir les trajets entre vous. 2 voitures de 50 trajets chacune, 3 voitures de 33 trajets chacune, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on va. Et ça, ce n'est que le début, mes chers résistants. Ce n'est que le début. La marque de la bête vient. J'y reviendrai en fin d'émission. La France s'apprête à s'engager dans un conflit armé ouvert avec la Russie sans consulter
les Français. Le pouvoir s'apprête à engager les Français dans un conflit armé ouvert avec la Russie sans demander l'avis de la population. Tous les jeunes et les moins jeunes à la boucherie, y compris bioterroristes, pour la plus grande gloire des banquiers, affairistes, globalistes, comme en 14. La France sera ensuite rayée de la carte, car il ne restera plus aucun Français. Et oui, pourquoi? Parce que je vous avais dit que ça va entraîner le retour du service militaire. Mais pour les Français, pas pour le gars d'origine étrangère qui vit en France, pas pour le gars qui n'a pas la nationalité française. Et si c'est un conflit particulièrement meurtrier, que la plupart des jeunes Français qui y participent y restent, qu'est-ce qui restera sur le sol français? Il y eut le mariage pour tous, mais l'Union européenne impose la famille arc-en-ciel pour tous. Je vous avais parlé d'une classification arc-en-ciel. Il y eut le mariage pour tous. Il y a maintenant la famille pour tous, avec l'Union européenne toujours à la manœuvre pour imposer ces nouveaux modèles arc-en-ciel à tous les pays membres. La gestation pour autrui se trouve dans les faits reconnus dans tous les pays. La Commission européenne, présidée par l'omniprésente Ursula von der Leyen, en fin d'année 2022, a fait 2 propositions qui de fait éliminent les compétences de chaque État et les droits des familles, des parents et des enfants naturels. D'une part, la GPA se trouve ainsi reconnue dans tous les pays et d'autre part, les organismes de promotion de l'égalité dans les pays européens sont renforcés et homogénéisés, renforçant ainsi leur contrôle. La première proposition stipule que les parents de même sexe et leurs enfants naturels adoptés ou nés de gestation pour autrui devraient être automatiquement reconnus comme une famille dans tous les États membres de l'Union européenne. C'est le principe fondamental au cœur de la proposition règlement présentée par la Commission européenne avec l'excuse d'harmoniser les règles du droit international privé sur la parentalité dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, même dans les pays où la gestation pour autrui est interdite, les enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger devront être reconnus sur le livret de famille. Dans les faits, c'est donc une reconnaissance implicite de l'allocation de l'utérus. Le droit naturel pour un enfant à avoir un vrai père et une vraie mère est banni par l'Union européenne. La proposition de règlement européen a été présentée à Bruxelles par les commissaires Vera Jourova, vice-présidente de la délégation aux valeurs et à la transparence. Ça fait rêver un titre pareil. Il est impensable que celui qui est parent dans un État membre ne soit pas reconnu comme tel dans un autre État membre. Certains enfants risquent donc de ne pas avoir accès à leurs droits, et Didier Reynders, commissaire à la justice, tous les enfants devraient jouir des mêmes droits, quelle que soit la manière dont ils ont été conçus ou nés, et le type de famille. Disons, pour être plus juste, que pour ces technocrates idéologues de Bruxelles, totalement soumis au lobby LGBT, tous les enfants devraient jouir des mêmes droits, sauf du droit naturel le plus fondamental, celui d'avoir un vrai père et une vraie mère. Ce droit-là n'a pas droit d'existence dans le meilleur des mondes arc-en-ciel que bâtit la Commission européenne. La destruction de la famille naturelle est un pilier du nouveau projet antichrétien mondialiste. Une autre proposition approuvée par la Commission vise à renforcer les organismes de promotion de l'égalité, en particulier leur indépendance, leurs ressources et leur pouvoir, afin qu'ils puissent lutter plus efficacement contre la discrimination en Europe. Les organismes de promotion de l'égalité sont essentiels pour aider les victimes de discrimination et pour garantir la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne sur la non-discrimination sur le terrain. Cette nouvelle législation garantira que les organismes de promotion de l'égalité pourront exprimer leur plein potentiel. Il protégera mieux les victimes de discrimination et contribuera à la prévention de la discrimination. Les différentes formes d'organisation et règles d'égalité, décrit LNBQ,
incite la Commission et la grande championne des droits LCBTI et de l'avortement, Elena Dali, à proposer une série de règles contraignantes pour renforcer le rôle et l'indépendance des organismes de promotion de l'égalité, le renforcement de leurs compétences et leurs pouvoirs, de leur budget, et une meilleure coordination dans l'application des initiatives et engagements européens de non-discrimination. Dali elle-même a décrit, sur Euractiv, le renforcement de nouveaux organes importants pour le partage des connaissances, la collecte de données sur l'égalité, le suivi et promouvoir les progrès à moyen terme vers des sociétés cohésives fondées sur l'équité et l'inclusion. Évidemment, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, qui a toujours et plusieurs fois réaffirmé son engagement personnel jusqu'à présent et celui de la Commission en faveur des familles, entre guillemets, arc-en-ciel, des droits LGBT, dans tous les pays de l'Union européenne, et a ouvertement pris parti contre des pays, la Pologne principalement, la Hongrie, qui ont adopté des mesures en faveur du mariage et des familles naturelles, et a soutenu ces nouvelles propositions. L'ambitieuse Ursula, mère elle-même de 7 enfants, a rencontré quelques oppositions des pays qu'elle veut depuis longtemps plier à son idéologie arc-en-ciel, mais sans succès pour l'instant. La Pologne a immédiatement fait connaître sa désapprobation vis-à-vis de ces propositions arc-en-ciel et anticipé son propre veto contre la proposition de réglementation de la Commission. Également la Hongrie et la Bulgarie se sont montrés contraires. Tant la Pologne que la Hongrie procèdent d'ailleurs à la mise en place de politiques natalistes et en faveur de la famille naturelle composée d'un homme et d'une femme. Alors, une étude du professeur Arion Code. Contexte. Des cas d'adolescents et de jeunes adultes développant une myocardite après une vaccination avec des vaccins à ARNM ciblés contre le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère ont été signalés dans le monde. Mais les immunoprofils sous-jacents de ces personnes n'ont pas été décrits en détail. De janvier 2021 à février 2022, alors ce sont les méthodes. De janvier 2021 à février 2022, nous avons prélevé prospectivement du sang de 16 patients hospitalisés au Massachusetts General for Children ou au Boston Children's Hospital pour myocardite présentant des douleurs thoraciques avec une troponine T cardiaque élevée après la vaccination contre la SARS-CoV-2. Nous avons effectué un profilage approfondi des anticorps, y compris des tests pour les réponses humorales spécifiques du SARS-CoV-2 et une évaluation des auto-anticorps ou des anticorps contre le virome humain, une analyse des cellules spécifiques du SARS-CoV-2 et des cytokines et du SARS-CoV-2 profilage antigénique. Les résultats ont été comparés à ceux de 45 sujets témoins vaccinés asymptomatiques, sains et appariés selon l'âge. Résultat, le profilage étendu des anticorps, les réponses des lymphocytes T chez les individus qui ont développé une myocardite post-vaccinale étaient essentiellement indispensables à ceux des sujets témoins vaccinés, malgré une augmentation modeste de la production de cytokines. Une découverte notable a été que des niveaux nettement élevés de protéines de pointe pleine longueur, donc spike, non liés aux anticorps ont été détectés dans le plasma d'individus atteints de myocardite post-vaccinale, alors qu'aucune pointe libre n'a été détectée chez les sujets témoins vaccinés asymptomatiquement. Conclusion, l'immunoprofilage d'adolescents et de jeunes adultes vaccinés a révélé que les réponses immunitaires induites par le vaccin à ARNM ne différaient pas entre les individus qui développaient une myocardite et ceux qui ne le faisaient pas. Cependant, un antigène de pointe libre a été détecté dans le sang d'adolescents et de jeunes adultes qui ont développé une myocardite post-vaccinale à ARNM, ce qui a permis de mieux comprendre sa cause sous-jacente potentielle. Vous avez compris, je ne vais pas plus loin. Voilà. Et compte tenu de ce résultat, le dosage sanguin du spike circulant devrait être fait à minima chez les jeunes vaccinés,
Cette étude semble conforter l'hypothèse qu'Alexandra Arion-Code avait faite en novembre 2021, une spikeopathie au World Council for Health. Alors, un communiqué de Dupont-Aignan. Vous savez que Macron s'est rendu dans un hôpital dans l'Essonne et Dupont-Aignan a refusé de l'accompagner parce que Emmanuel Macron est le destructeur de l'hôpital public, 22 établissements du secteur public fermés depuis 2017, 21 000 lits supprimés en 5 ans, des urgences surchargées et des patients soignés dans les couloirs, dont des enfants. Une simple épidémie de grippe ou de bronchiolite suffit désormais à mettre l'hôpital à genoux. Des milliers de personnes ont été écœurées par cette gestion et ont démissionné de leur profession par découragement, fatigue et sentiment d'impuissance. Je refuse d'accompagner l'assassin de l'hôpital public sur les lieux de son crime. Emmanuel Macron refuse de réintégrer les 15 000 soignants non vaccinés suspendus. La France est le dernier pays au monde à ne pas avoir pris cette mesure et pourtant, l'hôpital aurait grand besoin de travailleurs supplémentaires. Pour toutes ces raisons, je me refuse de participer à cette immense mascarade. Je continuerai de défendre sans relâche avec la même vigueur notre hôpital public et nos soignants. Voilà. Conseil des ministres. Écoutez bien ça. Quand Macron parle des professionnels de malheur, mais qui sont donc ces pessimistes secrètement coalisés pour nuire à l'État dont Macron a parlé au Conseil des ministres? Il n'est pas dans mes habitudes d'assimiler le régime macronien à une dictature. Mais cette fois, on fera une exception. La phrase de Macron ressemble étrangement à un énoncé stalinien ou maoïste. L'idée que le mécontentement des rues et des villages est le fruit d'une conjuration, alors qu'il n'a absolument rien de calculé, que son unanimité spontanée repose tout entière sur le bon sens et l'instinct de survie, et que nul ne songe sérieusement à pendre les responsables, est profondément perverse. Pire, elle exhale un parfum de tyrannie. Quand François Hollande parlait des sans-dents, il insultait les pauvres. Quand son successeur traite ceux qui le critiquent de professionnels du malheur, il va beaucoup trop loin. Beaucoup plus loin, trop loin. Il inculpe le pessimisme, il criminalise la détresse. Il fait du peuple perclus de douleurs économiques, non seulement son inférieur, mais son ennemi. Pourquoi tant de mépris et de méfiance? Pour la même raison que d'habitude. Macron n'a jamais connu la détresse. Il ne sait pas ce que c'est. Il évolue dans un univers de winners où le mal est tabou, une sphère parfaite, sans démons, ni ordures, ni cadavres, un parc d'attractions interdit à la populace. Après cela, comment voulez-vous expliquer aux électeurs de gauche que l'adulte des classes n'existe pas? Macron, à lui tout seul, l'incarne. Sa phrase de ce matin est une porte grande ouverte aux manifestations, aux grèves et aux émeutes. Il y a, dit-il, des professionnels du malheur et une conjuration des esprits tristes auxquels nous devons faire face, a-t-il déclaré ce mercredi matin. Macron en Conseil des ministres. La phrase est importante, elle mérite qu'on l'étudie à la loupe. Que nous dit-elle? Qu'il existe un complot des Français de mauvaise humeur. Ils sont ligués contre le pouvoir. Qu'ils sont dangereux et doivent être stoppés dans leur état pervers. Mais qui sont donc ces pessimistes secrètement coalisés pour nuire à l'État? La réponse est simple, ce sont les pauvres, chaque jour plus nombreux, ceux qui voient les prix flamber au supermarché, ceux que la hausse des tarifs de l'électricité empêche de gagner leur vie, ceux que l'inflation assassine à feu de moins en moins doux. Vous savez que il y a un film où Gabin, incarnant, je crois, un président, dit « salaud de pauvre ». La confrérie des grognons et des chafouins, imaginée par le président de la République, est en réalité constituée d'innocents, coupables de plonger bien malgré eux dans la misère, et qui ont le culot de s'en rendre compte et l'insolence de ne pas s'en satisfaire, et même de s'en alarmer, au point d'en parler entre eux, de médire, de maugréer, et de maudire les puissants. Quel traître s'est désargenté! Emmanuel Macron montre du doigt la souffrance du peuple et l'accuse d'être de mauvaise foi.
Une traîtrise, une vilainie. Si vous êtes déprimé, c'est que vous êtes mal intentionné. Si votre budget familial se réduit comme peau de chagrin, et si vous en pleurez, c'est que vous manquez de conscience politique et que votre bêtise dégénère en méchanceté. Certains ont voulu ce gala à l'Élysée par peur de Marine Le Pen. Voyez un peu? Jusqu'à quand allez-vous laisser faire? Macron considère que les Français qui se plaignent du tarif de l'énergie sont des professionnels du malheur et que ces grognons feraient mieux de bosser en silence. Se rend-il compte de ce qu'il fait? Non, il n'est ni assez intelligent ni assez cultivé, encore moins assez profond pour comprendre ce qu'il dit. Il injurie sans savoir ce qui sort de sa bouche. Pendant encore 5 ans, l'enfant agité va couper la parole aux grandes personnes parce qu'il a, je le cite, envie de les emmerder. Un quinquennat de gros mots, une montagne d'impolitesse pour in fine accoucher de souris mortes. Alors je vais vous dire une chose, sous forme d'une gasconnade. Quelle différence il y a entre Macron et l'Orangina? Eh bien, c'est simple. Macron, vous pouvez le secouer tant que vous voulez, vous n'allez pas lui décoller la pulpe du fond. Robert Kennedy Jr., le taux d'autisme a explosé aux États-Unis, passant de 1 sur 10 000 Américains à 1 sur 34 enfants. Le calendrier des vaccins a commencé à exploser en 1989 et vous voyez l'autisme 4 ans et demi après l'injection. En 1995, nous avons commencé à avoir une explosion de l'autisme. Le CDC lui-même a dit que ça pourrait être les vaccins. Robert F. Kennedy Jr. est un auteur et avocat estimé et président du conseil d'administration de Children's Health Defense. L'université de Strasbourg est restée fermée toute la semaine pour réaliser des économies d'énergie. La facture de gaz et d'électricité de l'université va passer de 10 à 36 millions d'euros en 2023. Une nouvelle semaine de fermeture est prévue en février. Alors si vous êtes étudiant là-bas dedans, bonjour les partiels. Alors, bonne nouvelle. Je vous avais déjà parlé de l'association suisse Safe Blood Donation. Elle fournira du sang de non-vaccinés pour les transfusions sanguines. Alors j'en appelle à la création d'une telle association en France. Il faudrait que des anciens soignants créent ça et qu'ils prennent modèle sur nos amis suisses. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes transfusé dans un hôpital, vous avez du sang vacciné. Supposez que vous ayez un accident de la route, vous arrivez à l'hosto, vous avez besoin d'une transfusion, on vous met du sang vacciné. Vous ressortez de l'hosto, vous êtes vacciné. Nancy, écoutez bien, ce centre offre une part de galette des rois aux personnes venant se faire vacciner contre le Covid-19 les 7 et 8 janvier. Alors, excusez-moi, mais il faut que l'envie de galette des rois tienne lieu d'amour-propre à certains. Hein. Je sais pas, mais... François Omeril, président du syndicat des cadres. Le gouvernement change de version. L'État veut prendre l'argent de la retraite des salariés pour pouvoir financer d'autres projets. Ce n'est pas acceptable. 180 milliards de réserves, tu m'étonnes qu'ils bavent dessus. Eh oui. Total Énergie, Électricité et Gaz France propose de ramener les contrats des très petites entreprises à un prix annuel moyen de 320 € le mégawatt contre 700 voire 1000 € pour certains actuellement. Sympa, nos influenceurs au gouvernement et chez Total. Comment faire avaler l'augmentation? On affiche des prix délirants, puis un beau geste comme ça, tout le monde accepte la pilule. C'est un peu comme le dropshipping. Rappelons que le prix de production se situe sous les 100 € du mégawattheure. Donc en clair, on engraisse les grosses têtes qui bouffent. La moyenne des prix de production de l'électricité en France se situe sous les 100 €.
Corrigez-moi si je me trompe. Le nucléaire seul, c'est encore plus bas, sous les 50 euros. La douille reste stratosphérique à 320 euros le mégawattheure. Comment taxer les entreprises sans le dire avec la complicité des fournisseurs? Faut bien payer le quoi qu'il en coûte. Ça fait penser aux vendeurs de cuisine dans les foires qui te proposent une cuisine à 15 000 euros, puis viennent te faire une super offre à 10 000 euros, alors que la cuisine en vaut 3 000. Ah, c'est beau le marketing. La France suspend discrètement, tenez-vous bien, son registre des bénéficiaires effectifs de sociétés, car le cabinet du ministre de l'économie assure qu'il n'y a eu ni consigne ni validation politique de la part du ministère. La France suspend cet outil de lutte contre la fraude et le blanchiment du moment où elle mène actuellement une intense campagne pour accueillir à Paris le siège de la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, on accueille à Paris la Société européenne de lutte contre le blanchiment d'argent, mais au même moment, on expédie à la poubelle un outil qui permettait, puisque ce registre permettait de connaître le véritable propriétaire d'une société. Il fut créé en 2021. Sans aucune annonce officielle, le registre français des bénéficiaires effectifs des sociétés a été suspendu dimanche 1er janvier, comme l'a constaté le journal Le Monde. Réclamé de longue date par les organisations de la société civile, cet outil était très largement considéré comme une avancée majeure en matière de transparence financière et de lutte contre la fraude et le blanchiment. Les personnalités criminelles ou sous sanction peuvent en effet se dissimuler plus facilement derrière des prête-noms ou des sociétés écrans. Mais ces données ne sont plus consultables. Interrogé, le cabinet du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, renvoie la responsabilité vers l'Institut national de la propriété industrielle, qui assure la gestion technique du registre. Il n'y a eu ni consigne ni validation politique de la part du ministère. L'INPI, lui, plaide l'erreur technique et assure que les données seront remises en ligne dès que techniquement possible. Une contradiction par rapport à un premier message envoyé au monde le 4 janvier, dans lequel l'INPI expliquait simplement que les données des bénéficiaires effectifs ne seraient désormais plus publiées en open data, entendez ici, publiquement, en raison d'une décision de la Cour européenne de justice. Une référence à l'arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l'Union européenne qui a déclaré illégal l'accès du grand public au registre européen de bénéficiaires effectifs au nom du respect de la vie privée. Mon ami chômeur, toi, oui toi, le chômeur qui m'écoute là, on va regarder sur ton compte à longueur de journée pour voir si tu as des ressources et essayer de te couper Pôle emploi. Et le registre des bénéficiaires de société qui permet de faire la même chose pour les grosses têtes qui bouffent, lui, on le suspend. Et on le suspend au moment où on va accueillir à Paris, en grande pompe, la cellule européenne de lutte contre la fraude. J'ai l'honneur de t'annoncer qu'on te prend pour un C pointillé. Vas-tu te laisser faire? Chers résistants, les préparatifs de la prise de pouvoir totalitaire se déroulent à marche forcée. C'est la famille arc-en-ciel que l'Union européenne met en place. C'est la numérisation à outrance, et très bientôt, c'est la surveillance généralisée qui va faire de nous des larbins qui marchent au pas pour avoir le droit de vivre. C'est la fin de la famille traditionnelle et l'effacement de nos valeurs traditionnelles. Ce qui était bien est désormais le mal, ce qui était mal est désormais le bien. Dans un avenir très proche, c'est cette confusion qui va régner. Et c'est sur cette confusion que la marque de la bête va se généraliser, au point que ceux qui la refuseront seront privés du strict nécessaire. Ça et là, on voit de nouveau émerger des collectifs, des gilets jaunes, des groupes de tous horizons, mais qui n'ont toujours pas compris. La marque de la bête est inévitable, parce que la puissance qui préside à cela n'est ni humaine, ni de ce monde,
Et je ne parle pas d'extraterrestres. Cette puissance est le mal absolu. Et si elle n'est pas du monde, elle est dans le monde. Et son incarnation a été dernièrement couronnée à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Que les collectifs de tous ordres le veuillent ou non, nous allons vers un monde orwellien, et cela est inévitable. Tous les repères actuels de chacun seront gommés, balayés, laissant place à l'unique question: refuser la marque de la bête ou pas? Faire allégeance à la bête ou pas? Et cela va bien au-delà de se procurer le strict nécessaire. Il s'agit, pour ceux qui acceptent cette marque visible, ni plus ni moins que d'affirmer leur allégeance et leur adoration de la bête par une marque visible. Un bout de pain, un abri, valent-ils cela? Vous devrez répondre à cette question. Dieu, mais avec un inconfort total, ou la bête, avec l'opulence, mais aussi la perte du salut. Ce choix, vous devrez le faire seul, et ce sera très bientôt. Et vous devrez le faire sur fond de guerre, car vous l'avez vu, la France va entrer dans un conflit armé contre la Russie sans consulter son peuple. Gardez la tête froide. Ne laissez ni la panique, ni la confusion, ni le mensonge prendre le pas sur votre libre arbitre. Vive la résistance, vive la liberté, vive la vie, vive le peuple. Je vous retrouve d'abord ce mercredi à 19h sur Agora TV pour l'émission 7 milliards de suspects, donc ce mercredi 12 janvier à 19h sur Agora TV pour l'émission 7 milliards de suspects. Et bien sûr, je vous retrouve également vendredi pour une nouvelle infoscopie. Les non-vaccinés parleront aux non-vaccinés, la France libre à la France libre, les résistants aux résistants. Ce sera Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers.